Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire avec mon collègue le docteur Laurent Lesgourg, de manière à vous donner toutes les informations sur la gestion de crise. Vous savez qu'on est en train de passer d'une logique à une autre logique. On était dans la logique du confinement, organiser le confinement, faire en sorte qu'il soit respecté le plus possible. Maintenant, nous passons dans une autre logique, c'est la préparation du déconfinement avec, vous le savez, c'est la nouveauté de ces 10 derniers jours, un rôle central donné au maire en lien avec le préfet, comme l'a souhaité le chef de l'État. J'espère que vous allez bien. Il y a certains d'entre vous que j'ai sans doute vus ou avec qui j'ai dialogué hier, puisque j'ai improvisé, nous avons improvisé. Il y avait tellement de demandes de journalistes, à la fois la presse locale et nationale. On a improvisé une conférence de presse en tout début d'après-midi, après la rencontre à laquelle j'ai participé entre 22 maires et le président de la République. C'est une rencontre qui a duré 3 heures et demie. Par contre, peut-être que d'autres parmi vous n'étaient pas là à ce rendez-vous. Donc, bien évidemment, si vous souhaitez à un moment revenir sur cette rencontre, je serai prêt à répondre à vos questions. Un certain nombre d'informations sur l'état des lieux, comme je le fais chaque fois. D'abord, pour vous parler des quartiers politiques de la ville, on n'en parle pas forcément beaucoup à Toulouse, on en parle plus ailleurs. Sachez que depuis le début de la crise, on a mis en place un dispositif de dialogue permanent avec les acteurs de la politique de la ville dès la première semaine de confinement. On a envoyé un questionnaire aux acteurs associatifs, on a mis en place un système d'alerte pour qu'ils nous signalent tel ou tel problème, on a mis en place un système de circulation de l'information en lien avec nos partenaires habituels, notamment le milieu associatif. Parfois, on pose des questions au niveau national sur l'état du milieu associatif. Alors, il n'y a pas de problème particulier qui m'ait été signalé, notamment des problèmes financiers, pour une raison très très simple, c'est que nous avons voté le budget 2020 en novembre 2019, tant à la métropole qu'à la ville, ce qui nous a permis de verser les subventions au début de l'année et donc d'éviter des problèmes de trésorerie des associations, que ce soit d'ailleurs celle de la politique de la ville ou d'autres associations dans d'autres secteurs thématiques ou géographiques. Et donc nous sommes bien évidemment dans cette configuration. Les associations qui ont des salariés bénéficient bien évidemment des dispositifs de soutien qui ont été mis en place par l'État, notamment le chômage partiel. Je vous signale une initiative que nous avons prise à Toulouse, c'est une particularité toulousaine. Depuis le 15 avril, très précisément, dans les quartiers politiques de la ville, nous avons créé ce qu'on a appelé des maraudes socio-éducatives. On a rassemblé un certain nombre de compétences que nous avons dans nos agents qui connaissent bien les quartiers. Et l'idée, c'est tout simplement, de manière très détendue et par le dialogue, d'aller à la rencontre du public en ciblant plus particulièrement les jeunes et en leur faisant passer les messages de gestes barrières, de civisme, également entendre éventuellement tel ou tel problème, essayer de répondre aux carences d'informations qu'il peut y avoir. C'est quelque chose qui a été, je crois, assez efficace et qui permet aussi de vivre le confinement dans les quartiers de manière plus humaine, avec un lien qui est préservé. On a ciblé en particulier les quartiers nord autour de Isard, Trois-Cocus, Borde-Rouge, et puis le Grand Mirail, en particulier Rennery, Bellefontaine, Bagatelle et Faourette. Une initiative que j'ai prise il y a quelques jours et que je voulais vous annoncer, elle est en direction des familles qui ont des enfants scolarisés dans nos écoles, qui sont des rationnaires, donc qui d'habitude mangent à la cantine. Et bien évidemment, ces familles, depuis le confinement, depuis le 17 mars, ont les enfants à leur charge. Souvent, ce sont des familles modestes et donc nous avons décidé de distribuer des bons alimentaires à hauteur de 2,50 € par repas et par jour de confinement. Donc, grosso modo, 2 mois sur les jours de cantine. Donc, les jours de cantine dont les familles en question auraient bénéficié pour leurs enfants
ben, elles ne l'ont pas, évidemment, du fait du confinement, et donc ça provoque une cherté supplémentaire du repas familial, chacun le comprend. Et donc, nous avons ciblé, d'une part, bien évidemment, les familles qui sont exonérées, puisque les gratuités concernent environ 1200 enfants, mais nous avons ciblé la première tranche, c'est-à-dire les familles qui payent d'habitude un repas à 1 euro. Donc, ce sont des familles modestes par définition, et ces familles-là, ben, ça représente 10 000 enfants qui sont scolarisés et qui d'habitude viennent à la cantine. Donc c'est un geste de solidarité très fort que nous avons mis en place. Et également, ce système des bons alimentaires, j'ai souhaité qu'on l'étende en direction de foyers vulnérables, sans prendre en compte la question de la cantine, donc des bons alimentaires toujours. Et l'idée, c'est d'aller chercher les trous dans la raquette. Vous savez que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs. Il y a, en particulier pour les familles les plus modestes, des versements qui seront effectués par la CAF de manière automatique, très précisément le 15 mai. Donc, on a fait un effort pour rechercher les familles qui n'étaient pas bénéficiaires. On a identifié en particulier 2 catégories. C'est les titulaires de l'aide au logement qui n'ont pas d'enfants et les titulaires de l'allocation adulte handicapé qui n'ont pas d'enfants à charge. Évidemment, nous avons ciblé sur ces catégories-là des personnes qui habitent Toulouse, puisque c'est une action municipale, et donc on travaille avec la caisse d'allocation familiale pour bien repérer ces familles et leur acheminer ces bons alimentaires. Un autre point dont il est question ici ou là, c'est le prêt de matériel informatique. Vous savez que la question de la continuité éducative a été au cœur des enjeux du confinement au cours de ces dernières semaines. Sachez que depuis le début de la crise sanitaire, avec les acteurs du dispositif de la cité éducative du Grand Mirail, puisque on a obtenu ce label et cette démarche qui est commune entre la ville, la métropole et l'État, et l'éducation nationale en particulier. Et nous avons donc, nous sommes appuyés sur cet outil pour mettre en place, je dirais, un tas de dispositifs, appuyer les initiatives associatives, conforter la réussite éducative, fournir des tablettes et des ordinateurs. Et donc voilà, les choses ont plutôt bien marché de ce point de vue-là. Alors, c'est un dispositif qui a été centré sur le Grand Mirail, puisque la cité éducative est une démarche de l'État qui est limitée au Grand Mirail. Ce que je souhaite, c'est qu'on recherche les moyens de faire bénéficier d'autres quartiers politiques de la ville de ce dispositif en attendant la reprise scolaire. Un mot sur la plateforme Solidaire Toulouse. Vous savez que nous avons mis en place un partenariat qui permet aux bénévoles de se faire connaître et d'être en relation directe avec celles et ceux qui ont des besoins de bénévolat dans cette période. Je tenais à vous donner un chiffre parce que j'avais annoncé cette mesure sans pour autant vous en reparler et vous dire donc l'impact qui a été la sienne. Nous avons au total 700 inscrits parmi les bénévoles, je dirais des actions très variables. Il y en a une en particulier qui a bien marché. Vous savez que l'hôpital Marchand a lancé un appel à des couturiers, à des couturières bénévoles pour la fabrication d'un certain nombre de masques en tissu. Puis cet appel a été étendu également à la fabrication de blouses en coton blanc. Ben voilà, c'est quelque chose qui a bien marché. Je voulais vous annoncer également la reprise d'un certain nombre de chantiers. Lors de la mise en place du confinement, les chantiers ont été interrompus sur le territoire de la métropole. Il y avait au total 600 chantiers, et sur 600 chantiers interrompus, très précisément 288 étaient sous maîtrise d'ouvrage, soit de la métropole, soit de la mairie de Toulouse, soit d'une mairie membre de la métropole, soit de tel ou tel organisme comme Tisséo, comme Opidea. Donc nous travaillons en s'appuyant sur le protocole signé entre l'État et les fédérations professionnelles, en particulier le BTP, depuis quelques semaines, pour organiser
cette reprise. Donc la reprise, elle est effective depuis le début de cette semaine, à travers 15 chantiers. Et évidemment, semaine après semaine, nous allons monter en puissance dans la reprise des chantiers. C'est capital pour l'économie, vous le savez bien, et pour l'emploi, que l'on puisse redémarrer la machine. Et donc, là où la collectivité a un rôle à jouer, bien évidemment, c'est sur les chantiers, soit parce qu'elle impulse elle-même des projets qu'elle finance et qui concernent ces chantiers, soit parce qu'elle les autorise. Donc, nous faisons tout ce travail en lien avec les collègues maires de la métropole et bien évidemment, la préoccupation numéro 1 qui a été la nôtre avant le démarrage de ces chantiers, c'est la sécurité. Comment assurer la sécurité des personnels des entreprises de ces chantiers, comment appliquer les gestes barrières. Donc tout ce travail de fond avec des protocoles, je dirais, d'attitude, de modalités de chantier, par définition très nouveaux, tout ça a été mis au point. Il y a une question qui se pose, c'est que bien évidemment, à partir du moment où on reprend un chantier avec des conditions de protection qui n'étaient pas en vigueur lorsqu'on l'a interrompu, ça se traduit par des surcoûts. Donc on est en train, par le dialogue avec les entreprises, d'évaluer ces surcoûts et dans les jours, dans les semaines qui viennent, on va se mettre d'accord avec les entreprises sur une répartition de ces surcoûts, quelle proportion doit être prise en charge par la collectivité, maître d'ouvrage, quelle proportion doit être prise en charge par l'entreprise. Donc tout cela est en train d'être travaillé. Je salue mon collègue Grégoire Carnero, parce qu'en tant que vice-président de la métropole, c'est lui qui a été chargé plus particulièrement de superviser cette reprise des chantiers qui vient évidemment compléter le plan de soutien d'urgence à l'économie dont je vous ai parlé et que j'espère faire adopter, en tout cas que je proposerai au conseil municipal du 29 avril et au conseil de métropole du 30 avril. Voilà, ce qui veut dire que toutes les entreprises, et je lance un appel aussi à travers cette conférence de presse digitale, toutes les entreprises qui s'estiment en capacité de reprendre les chantiers en respectant bien évidemment les règles sanitaires nouvelles dans l'intérêt de leurs salariés, eh bien, elles peuvent contacter la collectivité pour que nous puissions opérer, leur faciliter la reprise et en particulier leur délivrer les autorisations de travailler. J'en avais dit à peine un petit mot la semaine dernière et c'était en réponse à une question d'entre vous. On m'avait interrogé sur l'urbanisme tactile et je vous avais dit qu'on était en train d'y travailler. Alors effectivement, on y travaillait depuis maintenant une dizaine de jours et donc je suis en mesure de vous annoncer que nous allons aménager des pistes cyclables provisoires qui seront donc, je dirais, au point au moment du déconfinement, à partir du 11. L'idée, évidemment, c'est d'expérimenter, d'être dans des dispositifs éphémères. On sait très bien que tout le monde ne va pas être déconfiné à partir du 11 mai, donc la reprise va être progressive dans tous les domaines, donc le besoin de se déplacer va être plus important qu'aujourd'hui, c'est évident. Pour autant, on ne va pas retrouver les niveaux habituels tout de suite, donc il va y avoir une progressivité, une montée en puissance. Nous allons reprendre le TCO à un niveau beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Pour autant, on sait très bien que des personnes qui avaient l'habitude de prendre les transports en commun, dans un premier temps, risquent fort d'être réticentes. Il faudrait éviter que tout le monde se précipite sur sa bagnole. Et donc, c'est pour ça que, grâce à ce type de dispositif, on va proposer une alternative, soit pour les piétons pour conforter leur place dans l'espace public, soit pour les vélos. Donc, on est en train de travailler sur plusieurs axes. Il y a un axe que je peux annoncer, c'est celui de l'avenue Étienne Billière. C'est un axe important parce que il y a une desserte de la clinique Rive Gauche, une desserte également de l'hôpital Joseph Bucoin, de la clinique Pasteur, donc un enjeu sanitaire qui existe dans ce secteur. Et puis on est en train d'étudier l'aménagement provisoire d'autres tronçons
le boulevard Silvio Trentin, le boulevard de Suisse, une partie de l'avenue Janvieux, de l'avenue de Grande-Bretagne, de l'avenue Séjourné et de la route de Saint-Simon. Et évidemment, au fur et à mesure que les études avanceront, se préciseront et que mon collègue Jean-Michel Latte validera tout ça, je pourrai vous en reparler. Une initiative que je veux vous annoncer, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, nous allons lancer à partir de la semaine prochaine une plateforme participative sur l'après-Covid. Pourquoi? Parce que chacun le sent bien, il va y avoir des enjeux nouveaux, il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des erreurs collectives que notre société a fait depuis plus ou moins longtemps, qu'il va falloir corriger. Tout ça, évidemment, demande du débat, demande de la réflexion. Ce pas des questions évidentes, hein, mais je pense que ce sont des questions qui ont travaillé les Français pendant cette période de confinement. Et donc, voilà, hein, quand je dis erreur collective, je pense par exemple au fait qu'en 2009, pour la crise H1N1, lorsque Roselyne Bachelot avait commandé un nombre massif de masques, bah, tout le monde lui était tombé dessus. Et puis après, vous le savez, hein, les gouvernements successifs, il y a eu 3 majorités différentes, ont entériné, au fond, ce qu'on a vécu pendant cette crise, c'est-à-dire une non-préparation en termes de matériel. Alors, tout ça a donné raison, avec plus de 10 ans de retard, à Roselyne Bachelot. Bah, c'est un exemple, il y en a d'autres, sur lesquels il faut réfléchir pour que notre pays, dans les mois, dans les années à venir, emprunte d'autres chemins. Il y a plein de sujets sur la santé, sur la solidarité, sur l'économie, sur la mondialisation. Alors, on est bien d'accord, hein, il ne s'agit pas d'une approche toulousaine, il ne s'agit pas de sujets toulousains, on est sur des sujets sociétaux d'ampleur nationale et européenne. Et donc, ce que j'ai prévu, c'est que une fois que les Toulousains auront donc donné des idées nouvelles sur la France, l'Europe, le monde de demain, tout cela puisse être transmis à un certain nombre d'autorités, au président de la République, puisqu'il a annoncé qu'il allait réfléchir pendant l'été sur ce sujet, également au président du Parlement européen, au président de la Commission européenne et au président des 2 assemblées parlementaires, le Sénat et l'Assemblée nationale, ainsi que les présidents de groupes, de tous les groupes, du Sénat et de l'Assemblée nationale. L'idée, vous le voyez bien, hein, c'est de ne pas être dans une démarche clivante, politique ou politicienne au sens classique du terme, et donc de rendre destinataire une pluralité de sensibilités, l'ensemble des réflexions que les Toulousains vous voudront bien exprimer. Et pour que il n'y ait pas de risque de polémique ou d'amalgame avec la reprise de la campagne municipale, ce qui est prévu, c'est que ce site puisse fonctionner jusqu'au 15 juin. Et puis au 15 juin, nous le fermerons. Vous savez que le 23 mai, le gouvernement, à la suite de l'avis des autorités sanitaires, indiquera si le second tour des municipales dans les 4 900 communes concernées, dont la nôtre, Toulouse, se déroulera ou non pendant la deuxième quinzaine de juin, ou sera renvoyé à l'été. Et donc, avant même qu'il y ait cet avis, et pour qu'il n'y ait, je le répète, aucune ambiguïté, je préfère annoncer que ce site sera fermé à partir du 15 juin. Ça sera donc le site après Covid des Toulousains. Un point sur les masques. Vous savez qu'avec mes collègues de la métropole et à l'unanimité, nous avons décidé d'une commande groupée intercommunale. Finalement, le chiffre définitif de la commande a monté et nous avons passé une commande pour 900 000 masques. Alors, on a beaucoup travaillé sur le mode de diffusion parce que c'était pas évident, bien évidemment, et que nous n'avons pas d'expérience en la matière. Le principe, c'est que, comme chaque part de masque qui va revenir à chaque commune sera payé par le budget communal de chacune des 37 communes, il est entendu avec mes collègues maires que c'est chaque municipalité qui organisera sa distribution. Et il y aura donc vraisemblablement une très grande diversité. Chacun comprend bien que entre Toulouse, 480 000 habitants, et Mondousil, 250 habitants, on ne peut pas distribuer
de la même manière ce type d'équipement. Pour ce qui concerne Toulouse, j'annonce aujourd'hui par votre intermédiaire aux Toulousains que nous avons passé un accord avec la Poste et que c'est donc la Poste qui acheminera les masques. Nous avons une livraison qui nous est promise pour quelques jours avant le 11 mai, donc nous discutons avec la Poste pour que bien évidemment la distribution soit la plus coïncidente possible avec la date du 11 mai, puisqu'il s'agit bien de protéger les Toulousains. Donc évidemment, ce masque-là, il sera gratuit, puisque c'est le budget communal qui en assure le financement. Ce sont des masques en tissu, ce sont des masques normés qui obéissent aux règles posées par les autorités sanitaires, qui sont homologués par l'AFNOR, et ce sont des masques qui seront utilisables pas mal de temps, puisqu'ils seront lavables jusqu'à 50 fois. Et bien évidemment, nous accompagnerons l'enveloppe postale d'un vade-mecum qui indiquera à chacun comment on l'utilise et comment on le lave. On a obtenu un prix très précisément de 2,02 € TTC. Et donc, je pense que ça sera important pour les Toulousains et rassurant pour que le déconfinement soit réussi d'un point de vue sanitaire. Un mot sur la rentrée. Vous savez que c'est le gros sujet ô combien complexe qui nous occupe depuis maintenant une dizaine de jours, depuis que le président de la République a annoncé une reprise des classes, des collèges et des lycées à partir du 11 mai. Le ministre Jean-Michel Blanquer a, à partir, c'était mardi matin, donné un certain nombre de précisions. Il a donné ce dont on avait besoin, c'est en quelque sorte de la philosophie pédagogique. Quelles sont les classes que l'on cible, quelles sont les classes que l'on veut faire revenir d'abord, celles que l'on fait revenir ensuite, pour ces 7 semaines de reprise scolaire. Alors, Toulouse, c'est 206 écoles, 35 000 élèves, et le 11 mai, ça sera la pré-rentrée des enseignants, et le 12 mai, ça sera le début de la rentrée des élèves. Bien évidemment, cette rentrée, elle est conditionnée à la mise en œuvre d'un tas de règles nouvelles, de précautions sanitaires extrêmement spécifiques et très rigoureuses. Hier, lors de cet échange que nous avons eu, une vingtaine de maires et le président de la République, nous avons eu l'information selon laquelle la doctrine sanitaire dont nous avons besoin était en cours d'élaboration au niveau du Conseil scientifique de santé publique, donc au niveau national en ce moment, et qu'elle serait connue en début de semaine prochaine. Nous aurons donc, après la doctrine pédagogique, la doctrine sanitaire, et évidemment, on va mixer les deux dans un dialogue qui est donc entamé, qui est déjà très, très positif, je tiens à le dire, entre nous-mêmes et puis l'État, et en particulier le recteur, dont je salue le travail et le travail de ses équipes. Donc, évidemment, c'est de nouvelles habitudes qu'on va devoir mettre en œuvre. Notre ligne, c'est de ne faire prendre aucun risque, ni aux enfants, bien évidemment, ni aux enseignants et aux agents. S'agissant des agents de la collectivité, les agents techniques et les ATSEM, bien évidemment, ils seront pourvus de masques. Ça sera des masques artisanaux qui sont en ce moment, depuis quelques jours, en cours de fabrication par l'atelier couture du théâtre du Capitole. Chacune des couturières fait ça depuis chez elle, et donc on a décidé de flécher vers les agents de la collectivité cette production-là. Dans un premier temps, nous pensons ouvrir une école sur 3. Et nous pensons accueillir entre 3 000 et 4 000 élèves. La démographie de Toulouse, vous le savez, est très forte, et donc la démographie scolaire également. Donc, nous ne pourrons pas accueillir la totalité des tranches de classe que le ministre a évoquées. Mais, depuis, nous avons eu l'assurance, et ça a été martelé hier par le chef de l'État,
que la doctrine donnée sur le plan pédagogique, c'était une ligne directrice nationale, mais qu'il y aurait sur le terrain de la différenciation, beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptation, ce qui veut dire que par le dialogue entre l'État et l'éducation nationale d'un côté et les maires de l'autre, nous allons forcément faire du cousu humain et que nous allons faire tout cela de manière très très partielle, mais ça, je crois que chacun le comprend. Une information nouvelle que nous avons eue hier de la bouche du président de la République, c'est que les parents qui ne souhaiteront pas que leurs enfants reprennent l'école auront la liberté de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Ça, c'est une information importante parce que beaucoup de parents sont inquiets. Certains seront convaincus par le protocole sanitaire dont nous en aurons connaissance en début de semaine prochaine, mais d'autres, j'imagine, resteront inquiets. Je crois qu'il faut respecter cette anxiété et que cette règle annoncée par le président de la République est une règle de bon sens et en ce qui me concerne, je l'approuve. Alors, évidemment, les modalités précises vont se mettre en place dans les jours à venir. Hein. Il faut qu'on soit prêt, totalement prêt d'ici 10 jours, de manière très précise. La doctrine sanitaire va nous permettre d'avoir des précisions sur les distances à observer, sur toutes ces règles pour faire fonctionner la cantine. On s'interdit rien parce que la cantine, par définition, c'est nous qui la faisons fonctionner. Donc, la cantine, elle se déroulera sans doute dans le réfectoire comme d'habitude, mais peut-être également dans d'autres salles, peut-être également dans le préau, en espérant qu'il fasse beau. Donc là aussi, il faut avoir une vision nouvelle et large pour garantir la sécurité sanitaire. On aura également, grâce à cette doctrine sanitaire, les précisions sur les protections. Moi, j'étais en train de vous dire que sans attendre de connaître cette doctrine, j'avais décidé que nos agents seraient équipés de masques grand public. La question est de savoir si les enseignants en seront équipés. Je crois savoir que l'éducation nationale le permet, en tout cas, je le souhaite, et évidemment, c'est à elle qu'il revient de faire le nécessaire. La question qui est posée, c'est de savoir si les enfants devront avoir ou non un masque. Et hier, on a posé la question au chef de l'État, qui nous a répondu que, justement, il attendait l'avis des autorités scientifiques pour pouvoir donner là-dessus une information et prendre des décisions. Ce que je tiens à préciser, c'est que les 900 000 masques que nous avons commandés avec mes collègues seront des masques adaptables, réglables, et donc, même s'il n'existe pas un type de masque spécifique pour les enfants pourront porter ces masques. Et donc, j'espère que les masques arriveront pour la reprise des écoles, et à ce moment-là, ipso facto, les enfants en seront bénéficiaires de toute façon par la commande que nous avons passée indépendamment des décisions de l'État. Également, on a un autre enjeu sur la reprise de l'école, c'est le périscolaire, parce que vous savez que nous avons mis en place des CLAE dans toutes les écoles, et donc nous voulons que ces CLAE soient capables de fonctionner. Donc là aussi, on y travaille. On y travaille pas simplement les services de la collectivité, mais on y travaille avec nos partenaires, c'est-à-dire les associations qui gèrent des CLAE. Il y a des associations qui gèrent des CLAE, il y a parfois d'autres CLAE qui sont gérés en direct par la mairie. Il y a beaucoup de fédérations d'éducation populaire qui sont nos partenaires. Donc tout cela est en préparation sous la houlette de ma collègue Marion Lalande de l'Obadère. Et là aussi, dès que toutes ces modalités seront précisées, hein, tant pour les classes que la cantine et le périscolaire, eh bien, nous diffuserons l'information aux parents très régulièrement. Il y aura donc plusieurs, je dirais, vagues d'informations qui vont leur parvenir à partir de la semaine prochaine. Je fais chaque semaine un point en chiffres sur certains dispositifs pour gérer le confinement, et donc j'actualise, si vous le voulez bien, les chiffres que j'ai l'habitude de vous donner. D'abord, le nombre de procès-verbaux qui ont été dressés par la police municipale. Il y a toujours des Toulousains qui me disent « Ah, mais à tel endroit, c'est pas respecté, que faites-vous » On fait le maximum, la police nationale aussi, et donc
C'est important que les Toulousains sachent que nous sommes à l'action, nous sommes mobilisés. Très précisément, 3630 PV ont été infligés à des contrevenants depuis le 24 mars dernier, donc c'est sur un mois. Les centres Covid, vous savez qu'il y a 10 centres Covid qui fonctionnent. Je vous ai dit la semaine dernière que la fréquentation baissait. Elle continue à baisser puisque le chiffre que le docteur Lesgourg m'a donné, c'est que il y a 2 jours, le 22, c'est 19 personnes simplement qui ont été reçues dans les 10 centres. Mais je vous rappelle, la stratégie de l'Ordre national des médecins et des autorités sanitaires, c'est, même si la fréquentation atteint un niveau très bas, de maintenir ces centres ouverts, parce que s'il y avait une reprise de la pandémie, il ne faut pas qu'on soit pris de court et que les salles en question ne soient plus disponibles. Donc, c'est le principe de précaution que nous continuons à appeler nos voeux et à appliquer surtout. Et ce principe de précaution, comment on va le renforcer après le déconfinement, il s'agit de ne pas baisser la garde. Je crois que chacun le comprend. Sur la livraison des repas, vous savez qu'on a 2 dispositifs pour les seniors qui sont inscrits dans des restaurants seniors solidaires et évidemment qui subissent la fermeture de ceux-ci. Depuis un mois, nous livrons chaque jour des repas, donc 450 repas sont livrés chaque jour. Et puis, pour des personnes vulnérables, repérées en particulier dans le cadre de la vigilance canicule, ou des personnes qui attendent d'être admises en EHPAD de la mairie, nous avons un kit froid que nous leur donnons 2 fois par semaine. À l'heure où je vous parle, c'est 108 qui sont livrés. Donc, vous voyez, il y a une montée en puissance progressive. Dernier point de cette information, qui est dense, je vous prie de m'en excuser, mais l'actualité le commande. Un mot sur le personnel. J'ai eu l'occasion souvent de saluer, et je veux à nouveau saluer l'engagement des agents de la métropole, de la mairie, du centre communal d'action sociale, qui, depuis le début de la crise, sont sur le pont, qui permettent de faire fonctionner les services vitaux. Avec mon collègue Henri de Lacoutine, la semaine dernière, ont été réunis successivement le CHSCT et les 2 comités techniques, que j'ai présidé, celui de la ville, celui de la métropole, pour justement commencer à parler des problématiques de congés, des primes pour les agents les plus méritants. Donc, le dialogue social est là, et donc je veux remercier une fois de plus ces agents. Vous dire également combien d'agents sont au travail par rapport à l'effectif habituel. Il y a 30% des agents qui sont présents sur le terrain. Évidemment, la police municipale, la collecte des ordures ménagères, les services de voirie, les services sociaux, les espaces verts, les agents mobilisés dans les écoles, les 8 écoles qui sont ouvertes, les centres Covid. Donc, tous ceux qui sont en présentiel, c'est 30%. Vous en avez 15% qui sont en télétravail, et puis les autres sont arrêtés, et donc on va, selon les directives de l'État, on va pouvoir organiser la reprise et l'ouverture de certains services, on ne le sait pas encore. Voilà, j'ai terminé ce propos liminaire un peu roboratif, et je donne la parole maintenant aux journalistes qui souhaitent poser des questions. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont fait connaître des questions par écrit. On a 2 questions écrites. La première, est-ce que on sera en mesure d'envoyer les éléments ultérieurement, mais est-ce que vous avez quelques exemples de chantiers qui ont pu reprendre ou qui reprendront dans ces jours-ci? Alors, des exemples de chantiers, oui. Alors, les chantiers ont repris cette semaine. Vous avez par exemple les trottoirs de la rue Velasquez à Blagnac, vous avez à Colomiers le carrefour Salvetat, à Pibrac le chemin Tuileries, et puis à Toulouse, il y a un certain nombre de chantiers qui ont repris, le parc Clairefonds, des chantiers sur le réseau d'eau pluviale, rue des Sables, rue Froid-de-Terre, également avenue Didier-Dora. Et puis, il y a également tout un chantier de réhabilitation des eaux usées, chemin de la Néboude. Donc voilà quelques exemples très, très concrets. Une autre question, celle-ci de Stéphane Thépeau.
Sur les masques, la présidente de région a annoncé lundi avoir commandé 500 000 masques renouvelables à un industriel du Tarn à Mazamet, alors que vous-même, vous aviez expliqué la semaine dernière que ce n'était pas possible. Qu'en est-il? Écoutez, ça n'était pas possible. C'est-à-dire, on a essayé de trouver des solutions dans la région. Vous savez, tout dépend quand est-ce que les entreprises en question sont contactées, par qui, elles reçoivent des demandes de toute la France. Voilà, donc si vous voulez, je ne suis pas à la place des entreprises pour vérifier leur plan de travail. Beaucoup d'entre elles sont en train de monter en puissance, hein, de recruter des personnes. Voilà, donc on fait le maximum. Le docteur Lesgourg a peut-être une information à nous donner là-dessus. Juste pour vous préciser que nous avions initialement trouvé des commandes locales et en fait, il s'est avéré que les entreprises qui nous faisaient ces propositions dans des départements limitrophes, en fait, se fournissaient à l'étranger et en Asie. Donc, c'est pas parce que c'est commandé dans le Tarn que c'est obligatoirement totalement fabriqué dans le Tarn. Je ne sais pas quelle est la commande de la région, mais en tout cas, nous, on a eu ce problème-là à gérer dans l'urgence avec beaucoup de changements sur les filières de fabrication et d'approvisionnement. L'essentiel, c'est qu'on ait des masques normés. Voilà, on avait une touche dans le Gers en particulier, puis il s'est avéré qu'effectivement, la production n'était pas locale, comme Laurent vient de l'expliquer. Y a-t-il d'autres questions? Une autre question sur les masques. Pouvez-vous en dire plus sur la provenance des masques? La provenance des masques. Écoutez, l'entreprise est à Montluçon. Voilà. Monsieur le maire, pour l'AFP, une question sur les bons alimentaires. Est-ce que c'est rétroactif, c'est-à-dire à partir de… Oui. C'est rétroactif, c'est à partir du premier jour du confinement. Voilà, hein, l'idée, c'est véritablement de coller à la réalité. C'est-à-dire que on calcule le nombre de jours où l'enfant aurait dû aller à la cantine et où il n'y est pas allé. Et donc, le montant… Et donc, le montant est de 2,50 € par repas, en sachant que d'habitude, la famille, pour ses repas, paie 1 €. D'accord, par repas et par enfant. Par repas, par enfant, et pendant toute la durée du confinement. Donc, je prends une hypothèse de 2 mois, et ça concerne au total 10 000 enfants, hein, donc c'est une action importante. D'accord, merci. Une question de Delphine Teillac. Alors, je crois que Delphine Teillac a une question à poser, mais il faudrait qu'elle ouvre son micro. Voilà. Je crois que… Oui, vous m'entendez. Bonjour. Ça y est, il est ouvert. J'ai une question sur la distribution de matériel informatique dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Est-ce que voilà, j'ai entendu parler de 90 tablettes. Est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Alors effectivement, on a distribué 90 tablettes selon les besoins qui nous sont remontés et sur les quartiers politiques de la ville. D'accord. Est-ce qu'il est prévu d'autres distributions par la suite? Ben, écoutez, selon les besoins. Voilà. Merci. Jean-Noël Gros. Alors, je crois que M. Gros veut prendre la parole. Ça y est, son micro est ouvert. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais simplement une précision à nouveau sur la provenance des masques, parce que j'avais cru comprendre, vous l'aviez dit la semaine dernière, qu'ils venaient de l'étranger, voire au-delà de l'Europe. Et vous me dites ce matin, non, c'est Montluçon. Oui, l'entreprise est à Montluçon. L'entreprise est à Montluçon, effectivement. Elle se fournit en Asie. Vous savez, le critère que nous avons fait prévaloir, c'est le respect des normes AFNOR. Voilà. Pour nous, c'est ça le plus important. Évidemment, on aurait préféré qu'on ait une production locale, on a cru l'avoir, ça n'a pas été le cas. À partir de là, il fallait aller vite, hein, parce que le risque, c'est que si on était trop regardant sur la provenance, alors que les masques correspondaient aux normes, le risque, c'est que on perde du temps et qu'à ce moment-là, on ait les masques plus tard. Et le principe de réalité a prévalu, et donc, effectivement, nous avons arbitré dans ce sens-là. Est-ce que c'est pas quand même un peu embêtant dans la mesure où on parle aujourd'hui beaucoup de relocaliser
des productions. Alors, les masques chirurgicaux, etc., on voit bien qu'ils fabriquent une machine et qu'il y en a besoin, mais pour autant, ceux-là, tout le monde s'est mis en fabriquer. La présidente de région l'a annoncé ce matin, les masques viendront du Tarn, du Lot, de l'Allier et de l'Italie. Et là, Montluçon, on est dit que ça vient d'Asie. Ben oui, mais écoutez, si vous avez une recette, il fallait me la donner la semaine dernière, ou même un petit peu avant. Je trouve votre question extrêmement tardive. On fait le maximum, on est pour la localisation, mais à partir du moment où on ne trouve pas de solution, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je dise qu'on commande plus de masques? On me le reprocherait, on aurait raison. Docteur Lesgourg. Non, on a eu quand même beaucoup de difficultés parce que vous comprenez bien que les filières, peut-être qu'elles sont montées depuis 2-3 jours en local, et encore que moi je vous engage à vérifier la provenance des masques, même s'ils viennent de départements limitrophes, mais ça va très très vite. Les choses changent extrêmement vite. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que quand même on est venu en appui avec la métropole pour la création de filières de fabrication locale, que ce travail-là est en cours. Notamment, il s'appuie sur des entreprises ariégeoises. Vous savez qu'il y avait historiquement, il y a quand même une implantation textile en Ariège vers la Vlanée, mais pour l'instant, ils ne sont pas opérationnels. On a eu également des propositions locales avec des masques qu'on ne pouvait pas laver à 60 degrés, qu'on ne pouvait laver que 2-3 fois. Les masques que nous avons commandés sont lavables à 60 degrés parce que vous savez qu'il faut quand même cette température de lavage pour tuer le virus, et ils sont lavables 50 fois. Et ensuite, comme le disait le maire, nous avons eu besoin impérativement d'un délai de livraison sécurisé, d'où l'entreprise nationale, Montluçon, qui garantit aussi quand même un délai approximatif de livraison et d'acheminement par rapport effectivement à d'autres filières qui étaient un peu plus obscures. Nous avons eu quelques propositions en local, des masques tissus qui n'étaient pas utilisables pour la fonction qu'on souhaitait, c'est-à-dire la fonction barrière et alternative, également des masques qui auraient pu être livrés en juin, avec un déconfinement le 11 mai. Et toute la question qui va se poser autour effectivement du port de masque dans l'action de déconfinement. Donc nous, nos impératifs, c'est qu'ils soient normés, AFNOR, qu'il soit approvisionné au moment du déconfinement et qu'il soit d'une utilisation assez longue, le temps que la filière locale prenne le relais, comme nous le travaillons avec les enjeux économiques métropolitains. Vous savez, le docteur Lesgourg et moi, on reçoit entre 5 et 10 textos ou mails par jour d'amis ou de gens charitables qui nous disent « je connais des masques, je suis en relation avec tel ou tel producteur, tel ou tel fournisseur ». Bon, on regarde tout, je peux vous dire qu'il y a de tout. Et il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Ce marché étant émergent, et comme il se sait qu'évidemment on a un besoin urgent, il y a de tout. Et donc effectivement, nous, le critère que l'on a fait prévaloir, c'est le critère de la sécurité sanitaire et donc de l'homologation AFNOR. Alors, il y a d'autres questions. Alors, je crois que France Bleu Occitanie, il faut que vous ouvriez votre micro. Oui, vous m'entendez? Voilà. Je vous entends. Allez-y. Vous avez parlé des écoles. Qu'en est-il des crèches? La réouverture des crèches, est-ce qu'elle est prévue pour le 11 mai aussi, partiellement comme pour les écoles? Oui, alors nous prévoyons la réouverture des crèches. Alors évidemment, nous gérons les crèches municipales par définition. Donc, pour les crèches associatives, il appartient à chaque association de décider en toute liberté. Donc, effectivement, les écoles et les crèches, c'est des problèmes qui se ressemblent, c'est des problèmes jumeaux. Donc, la doctrine sanitaire que nous aurons en début de semaine pour les écoles va nous servir pour les crèches. D'ores et déjà, on a pris contact avec les parents qui ont des enfants dans les crèches municipales, déjà pour leur demander s'ils sont intéressés par le bénéfice du service à partir du 11 mai. Donc on recense, on a déjà recensé leurs desiderata. Sur une première vague d'appels, on avait environ 40% des parents qui nous disaient ne pas souhaiter remettre leur enfant en crèche à partir du 11 mai. Alors, il faut être, je dirais, souple, parce que j'imagine qu'à partir du moment où la doctrine sanitaire va être connue en début de semaine, qu'elle va être médiatisée, peut-être certains parents réviseront leur position
nous rappelleront en nous disant ben, finalement j'ai réfléchi, ça serait bien que mon enfant puisse bénéficier à nouveau de la crèche. Donc on est, je dirais, là aussi dans le devoir qui est celui de l'agilité et de l'adaptation. Mais bon, en tout cas, pour répondre précisément à votre question, oui, on reprend le 11 et on applique les normes sanitaires. Et vous n'avez pas de chiffres, vous parliez d'une école sur 3, et pas de statistiques de proportion pour les crèches. Je n'ai pas encore de chiffres à communiquer là-dessus. Quelques questions rapidement avant d'en terminer. Connaît-on les écoles qui vont rouvrir dès le 11 mai et quelles classes dans ces écoles? Bah, écoute, non, je ne peux pas répondre aussi précisément à cette question, bien évidemment, hein, parce que, je le répète, hein, on a fait une première évaluation de nos possibilités en comparant, je dirais, enfin, en mettant en comparaison plusieurs paramètres. D'abord, notre patrimoine scolaire, qui est dans une situation extrêmement variable en termes d'espace. Hein. Je rappelle qu'on a des écoles qui datent d'il y a un siècle, et on a d'autres écoles qui ont été ouvertes l'année dernière. Donc, c'est très hétérogène. Deuxième paramètre, le paramètre sanitaire. Comme nous n'avons pas la doctrine sanitaire que nous aurons donc en début de semaine prochaine, on a fait une hypothèse. Cette hypothèse, elle est basée sur deux choses. D'abord, l'information donnée par le ministre Blanquer, à savoir pas plus de 15 enfants en primaire dans une classe, pas plus de 10 enfants en maternelle dans une classe. Et deuxième chose, elle est basée sur la manière dont nous avons ouvert et dont nous faisons fonctionner les 8 groupes scolaires qui fonctionnent, vous le savez, pour accueillir les enfants des soignants, les enfants d'autres genres de services vitaux depuis le début du confinement. Donc on a fait des hypothèses. À partir du moment où on aura la doctrine scolaire, on va préciser tout ça, on va affiner tout ça, et puis à la fin, on va arbitrer avec l'éducation nationale. Hein, c'est elle qui aura le dernier mot. Et donc, ce que je souhaite, c'est que en fin de semaine prochaine, au plus tard, au début de la semaine d'après, nous soyons en capacité de donner des informations précises. Mais ce qu'il faut bien admettre, hein, c'est que on est en train de faire un exercice que nous n'avons jamais fait, que l'éducation nationale n'a jamais fait. Et donc, il faut bien admettre que on tâtonne, on réfléchit, on fait des projections, on fait des estimations, et que au fur et à mesure que les précisions nous sont données par l'État, on avance. Hein, donc, cette information, elle est en construction, et mon rôle est de dire aux Toulousains que nous y travaillons dans un parfait esprit de collaboration avec l'État et l'éducation nationale. Hein. Moi, je ne veux pas de jeu de ping-pong à ce sujet. J'ai fait partie des élus qui, il y a une dizaine de jours, ont tiré des sonnettes d'alarme ici et là, lorsque on voyait les dysfonctionnements de l'État s'additionner ou les incohérences d'un territoire à l'autre. On a été entendu. Hein, le président de la République a dit que les maires allaient avoir un rôle important. On a eu une réunion de travail avec le Premier ministre la semaine dernière, avec le président de la République cette semaine. Demain, j'ai une réunion de travail avec le ministre de l'Éducation nationale que j'ai programmée moi-même avec mes collègues de France Urbaine demain après-midi. Donc, on va lui faire remonter toutes les questions qui demeurent pendantes. On va lui faire remonter nos difficultés et il va nous donner, j'imagine, un petit peu plus de précision. Hein. Donc voilà, c'est une construction progressive. L'essentiel pour moi, c'est que nous ayons une réponse cohérente, qui sera, on le sait, partielle à partir du 11 mai, mais l'impératif, selon moi, c'est la sécurité. Voilà. La réponse, qu'elle soit partielle, qu'elle soit totalement inhabituelle, ça, on le sait. L'essentiel, c'est qu'elle soit sécuritaire, à la fois pour les enfants et pour l'ensemble des membres de la communauté éducative qui seront en présence à partir du 11 mai. Une question dont vous avez partiellement répondu. Pour les cantines scolaires, il en sera de même? Alors, pour les cantines scolaires, il en sera de même, effectivement, puisque, effectivement, les cantines scolaires, c'est nous qui les gérons. Et donc, le protocole sanitaire que nous aurons d'ici quelques jours va nous permettre, là aussi, de préciser
les choses. Mais en tout cas, notre volonté, c'est d'assurer le service de la cantine. Et lorsque, à tel ou tel endroit, ça serait pas possible, hein, si jamais ça n'était pas possible, je n'en sais rien à l'heure où je parle, alors on le dira clairement aux parents pour qu'ils prévoient un repas à emporter ou des solutions. L'essentiel, c'est que tout le monde, les parents, les enseignants, les agents techniques, nous ayons les informations pratiques nécessaires d'ici le 11 mai. On a beaucoup de questions écrites, monsieur le maire. Alors, il y a beaucoup de questions écrites, on me dit. Pouvez-vous dire un mot sur le plan de reprise des transports en commun à partir du 11 mai? Les masques seront-ils obligatoires dans les bus, trams et métros? Alors, la reprise des transports en commun, TICO, il travaille beaucoup et je pense va communiquer. Aujourd'hui, vous le savez, le niveau de trafic de TICO est autour de 5%, donc il est tombé à un niveau inédit et très très bas. L'idée, c'est de reprendre au 11 mai avec le rythme habituel de l'été, en termes d'offres. Donc une offre supérieure à l'offre actuelle, bien évidemment, et qui permettrait peu ou prou d'accueillir 25-30% du trafic habituel. Donc TICO est en train de travailler là-dessus. Après, il y a tout le travail, évidemment, je dirais de sécurité sanitaire. C'est un travail d'une très très grande complexité, là aussi, parce que par définition, s'il y a bien un endroit où il y a un risque de proximité et même de promiscuité, c'est bel et bien les transports en commun. Donc, s'agissant des masques, j'ai pris position, vous le savez, puisque je vous en ai parlé la semaine dernière, pour que le masque soit obligatoire, le masque grand public soit obligatoire dans les transports en commun en France. Évidemment, seul l'État a le pouvoir d'émettre une telle règle, une telle obligation. Peu de temps après que j'ai exprimé ce point de vue, les autorités locales de transport, en particulier le GART, le groupement des autorités régionales de transport, qui rassemble à la fois des grandes agglomérations et des régions, a pris position dans ce sens. Et donc hier, nous avons posé la question au chef de l'État, et d'ailleurs, j'étais un des premiers à parler en tant que président de France Urbaine, et j'ai soulevé, entre autres, cette question. Le chef de l'État nous est paru favorable à l'obligation de porter un masque dans les transports en commun, mais il a, sans surprise, indiqué que tout cela était une question en train d'être travaillée par les autorités scientifiques et que la semaine prochaine, il aurait des décisions à nous communiquer. Donc je pense qu'on devrait être fixé à partir de la semaine prochaine. Une question encore peut-être sur l'ordre du jour des prochains conseils municipaux et métropolitains de la semaine prochaine. Alors, l'ordre du jour des conseils, d'abord il y a, je dirais, un certain nombre de dispositions techniques très, très spécifiques, puisqu'on va se réunir sous forme virtuelle. Il y aura deux gros points à l'ordre du jour dans chacun des deux conseils. Ça sera évidemment la situation de la crise Covid avec à la fois les mesures que la collectivité a mises en place, les mesures de déconfinement que nous prévoyons, les mesures sociales, parce qu'on a beaucoup parlé de l'économie. En matière sociale, on a pris un certain nombre de dispositions, celles dont on a pu parler, d'autres peut-être moins connues. Donc, on fera un récapitulatif de tout ce qui a été fait et il y aura évidemment une discussion ouverte. À titre exceptionnel, nous avons convenu avec les présidents de groupe que le module de discussion serait rallongé par rapport à ce que l'on fait d'habitude. Sur les sujets importants, d'habitude, c'est 10 minutes par groupe. Donc là, on a décidé de 12 minutes de débat par groupe, étant entendu qu'il y a 7 groupes à la métropole et 7 groupes au conseil municipal de Toulouse. Donc ça va être une discussion extrêmement roborative. Il y aura des réponses ensuite à donner après la discussion. Donc on est parti pour 2h30, 3 heures sur ce sujet dans chacun des deux conseils. Après, il y a un deuxième point important à l'ordre du jour,
c'est les mesures de plan d'urgence soutenant l'économie, que j'ai présenté il y a quelques semaines sous forme de propositions. Vous savez qu'entre-temps, l'ordonnance du 1er avril a donné des pouvoirs exceptionnels au président des intercommunalités, aux maires, et donc ce que j'avais présenté de manière publique après discussion et accord des acteurs économiques, j'aurai la possibilité de le décider sans délibération des conseils. Pour autant, l'enjeu me semble tel que j'ai voulu inscrire ces 2 points à l'ordre du jour. Je l'ai annoncé à mes collègues présidents de groupe, notamment à mes opposants, ce qui permettra aux uns et aux autres de critiquer, d'approuver, de proposer d'autres mesures ou des mesures alternatives, mais l'enjeu économique, et on va le voir de plus en plus, au fur et à mesure que le déconfinement va être là, va prendre une place énorme. Et donc, je pense qu'il vaut mieux que nous en parlions de manière très ouverte. Voilà. Alors après, il y aura quelques petites délibérations de gestion qui sont urgentes dans les 2 conseils. Beaucoup de questions, je vous demande d'ores et déjà pardon, on répondra probablement ultérieurement à certaines d'entre elles. Peut-être une dernière d'Emmanuel Riondé sur les quartiers politiques de la ville. Une question en plusieurs points. Les tablettes et les ordis, s'agit-il de prêts ou de dons? Vous avez évoqué il y a 3 semaines la possibilité d'un couvre-feu. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours une option? Parmi les 3630 PV dont vous avez parlé, combien ont été dressés dans les QPV? Voilà. Ok, bon, j'ai pas réponse à tout. Alors d'abord, sur les tablettes dans les QPV, elles sont prêtées, effectivement. Donc elles ne sont pas données, elles sont prêtées. Sur le couvre-feu, il n'y a rien de nouveau, sinon je pense que le préfet vous en aurait parlé. Et sur le nombre de PV dans les QPV, j'avoue que je n'ai pas le chiffre. Je n'ai jamais demandé la distinction PV-QPV et PV hors QPV. Donc, c'est l'occasion pour moi de me renseigner. D'autres questions? Non? C'est bon? Écoutez, de toute façon, si vous avez des questions par écrit et qui vous paraissent importantes sur des points que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas. Et puis, Laurent Lesgourg et moi, on vous fera parvenir par l'intermédiaire du service presse la réponse. En tout cas, merci une fois de plus d'avoir été au rendez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt, en tout cas, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir et portez-vous bien.